Je vais vous proposer une petite expérience pour commencer, pour démarrer sur l'idée de la complexité. Videz vos poumons, soufflez à fond, et puis vous restez comme ça, vide. Et je voudrais que quand vous allez inspirer, parce qu'à un moment vous allez inspirer, vous levez le bras pour signaler que vous êtes en train d'inspirer, vous avez arrêté d'arrêter de respirer. OK ? Voilà. Ça commence. Normalement, s'il y en a qui ne lèvent pas le bras, là, il faut prévenir les croque-morts. OK. Ben, c'est juste la première chose, vous savez ce que c'est que la systémique. La systémique, ça veut dire qu'on est tous des êtres dépendants. La systémique, c'est prendre en compte le fait que nous sommes des êtres qui avons besoin d'éléments extérieurs. Alors là, on a besoin d'oxygène, mais on a besoin de nourriture. On peut tenir sans nourriture 30-40 jours. On peut tenir sans eau peut-être une semaine maximum. Sans affection, on peut tenir plus longtemps, mais de traviole. Sans reconnaissance, on peut continuer aussi, mais ça se passe assez mal, assez rapidement aussi. Ça donne beaucoup de troubles. Donc nous sommes des êtres de besoin. La complexité, c'est tenir compte simplement de ça, du fait qu'on a des besoins contradictoires, on a des besoins qui s'opposent, mais qui en même temps sont complémentaires pour qu'on puisse exister. La pensée linéaire, c'est une pensée qui divisait, qui séparait les éléments et qui analysait chaque élément en lui-même pour savoir quel était son être profond, son essence. La pensée systémique, pour moi c'est la pensée de la complexité, c'est penser en même temps des choses qu'on a l'habitude d'exclure. Et c'est ça qui est difficile à faire, c'est justement qu'on a beaucoup appris à sélectionner, à exclure, à être dans une recherche quand il y a un problème, on cherche la cause pour agir sur la cause. Là, on ne cherche pas la cause parce que tous les éléments qui sont présents dans une situation de problème participent du problème. Exactement comme à chaque instant, on est des êtres complexes. Il y a plein de choses qui se passent en nous. On est multi-référencés. On verra ça dans une quatrième partie. Et je vais juste aborder cette idée qu'on est multiple, l'aborder sur différents axes, mais qui se juxtaposent, que je juxtapose les uns après les autres, mais qu'il faudrait penser ensemble. Mais quand on parle, c'est très difficile de parler, de dire plusieurs mots en même temps. Donc on est obligé de mettre une succession qui fait qu'on crée artificiellement ce qui était simultané, on le met, il y a un avant et un après. Alors que la plupart des choses, notre passé par exemple, ici vous êtes tous venus avec votre passé. Je ne pense pas qu'il y en ait qui l'aient oublié à la maison, mais donc vous êtes venus avec. Vous êtes venus aussi avec votre futur, c'est-à-dire vos projets, vos attentes, vos espérances, vos craintes, et c'est là maintenant. Donc tout ça, c'est là en ce moment. Mais si je vous demande d'en parler, bien sûr que vous serez obligé de mettre un ordre, de commencer, alors qu'en réalité, ça nous influence en permanence tout le temps. Le passé et le présent et le futur sont toujours là sous nos yeux. Donc, on simplifie, paradoxalement, pour essayer de mettre de l'ordre dans tout ce magma. Et il y a beaucoup de pertes, parce qu'on perd la richesse justement de toutes ces contradictions. Si je devais résumer en un mot ce que c'est que la complexité, c'est penser le contradictoire, c'est garder le contradictoire en soi et dans notre façon de considérer, de voir les problèmes, de regarder les problèmes. Ça, c'est une première chose. Alors, dans les choses que je veux aborder maintenant, peut-être qu'il faut que je vous donne quand même ce que c'est que la définition d'un système. Un système, c'est quelque chose d'un peu bizarre parce que les systèmes, en réalité, ça n'existe pas. Les systèmes, c'est une représentation, c'est une vue de l'esprit. Claude Bernard le disait déjà, les systèmes n'existent que dans l'esprit des hommes. Ça veut dire quoi ? C'est un objet que je suis obligé de penser comme un tout. Je ne peux pas le diviser. Si je le divise, le système perd ses propriétés. C'est des propriétés. Ce qui fait système, c'est un ensemble d'éléments qui sont en relation d'une manière telle que ce qui apparaît comme propriété de cet ensemble n'est contenu dans aucun des éléments en particulier. Exemple tout bête, on connaît l'hydrogène, on connaît l'oxygène. H2O, c'est de l'eau, c'est 2 molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène. Et les propriétés de l'eau,
elles sont spécifiques à l'eau, à cette dimension d'ensemble. On ne peut pas les déduire simplement du fait de connaître l'hydrogène parfaitement, de connaître l'oxygène parfaitement. Il faut le considérer comme un ensemble. Un être humain, un corps, c'est une totalité. Il y a plein de médecines qui se disent holistiques, mais c'est une totalité dans un environnement, dans une multitude d'environnements même. Donc on peut penser le corps, on peut le découper en organes et voir comment fonctionne chaque organe. Chaque organe est en soi-même un système, un sous-système. Il y a quelqu'un qui s'appelait Arthur Koestler qui a proposé un concept pour parler des sous-systèmes. Il appelle ça un holon, H-O-L-O-N. Un holon, c'est un sous-système, si on peut dire. Ça peut être considéré soit comme une totalité, on peut le considérer comme un tout, avec ses propriétés émergentes particulières, soit on le considère comme partie d'un tout plus grand dans lequel il est et qui va le diriger, l'exploiter, l'utiliser, l'orienter en fonction de ses propres besoins. Donc il y a cette idée dans le holon, c'est l'équivalent d'un sous-système, c'est qu'on peut penser de deux manières qui sont apparemment contradictoires, mais qui sont toujours possibles, ce même objet comme étant une totalité en elle-même ou juste une partie de quelque chose d'autre, qui est plus grand. En réalité, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a qu'un seul système, c'est l'univers tout entier. On vit à des moments dans un univers qu'on rétrécit pour que ce soit appréhendable, pour que ce soit compréhensible, pour que ce soit à notre portée. Donc on est en réalité toujours dans des définitions, j'allais dire, aléatoires, en tout cas arbitraires, du système dans lequel on existe. Alors il y a une chose qui est tout à fait importante, qui est que le sens, on nous a appris à rechercher le sens de quelque chose dans l'objet lui-même. On le fait pour nous, les psychothérapeutes, ils cherchent à savoir qui on est vraiment. Il y a tout un marché sur découvrir son vrai soi, son vrai moi. En réalité, votre vrai moi, il n'existe pas. Votre vrai moi, c'est ce qui s'exprime, ou c'est ce que vous allez croire être vous, c'est ce qui s'exprime dans un contexte particulier. Vous changez le contexte, vous allez exprimer d'autres choses. Vous faites une rencontre imprévue, vous tombez amoureux, d'un seul coup, le monde change, c'est plus la même chose. Vous perdez un proche auquel vous tenez beaucoup, le monde il change de couleur. Parce qu'on est multiples et nous ne réaliserons jamais toutes nos potentialités. On réalise en fonction des contextes dans lesquels on est, dans les relations et qui sont aussi des rencontres imprévues, tout à fait imprévues. On va développer certaines compétences ou certaines qualités et puis pas d'autres. Donc je trouve que c'est tout à fait important de renoncer à cette idée qu'il y aurait un vrai moi caché quelque part. En réalité, il y a un tas de potentialités dont peu se réaliseront au final, dans une vie entière. Mais on a quand même une possibilité de choisir ce qu'on préfère réaliser, dans quelle direction on veut aller. Maintenant, ça se réalisera ou pas en fonction des rencontres et des contextes dans lesquels on est. Donc, la complexité, c'est ça, c'est penser ces contradictions et de penser en termes de processus, c'est-à-dire d'un devenir permanent, de quelque chose qu'il faut maintenir, qu'il faut faire exister, et dans des contextes qui influencent ce qui s'exprime. Et là, on va le revoir un peu plus loin. Il y a vraiment quelque chose de tout à fait important, c'est que les contextes nous influencent, mais nous construisons les contextes qui nous influencent. C'est vraiment ça le mode de pensée systémique qui est au centre. C'est de penser l'aller-retour. C'est de penser que on influence et on est influencé. On le représentera tout à l'heure d'une façon plus simple. Je vais commencer juste par une chose. J'aurais différencié clairement, enfin le plus clairement possible, le complexe et le compliqué. Pour moi, c'est important de faire cette différence, même si elle est schématique. C'est vraiment ce que dit Edgar Morin, le principe. C'est un principe, il faut remplacer ce qu'on appelle la disjonction, c'est-à-dire la séparation des éléments avec une réduction de chacun. Au contraire, il faut remplacer ce paradigme-là par un paradigme de différenciation, de distinction et de conjonction. C'est-à-dire on distingue, mais on les distingue et on les réunit en même temps.
hein. Donc le complexe et le compliqué, c'est deux logiques très différentes. On a besoin des deux, on vit dans les deux, mais elles n'ont pas du tout le même poids, elles n'ont pas du tout le même intérêt. Le compliqué, la différence entre le compliqué et le complexe, je vais essayer d'être simple. Le compliqué, c'est tout ce qui répond à la question du comment. Ça suppose des connaissances, ça suppose des apprentissages. C'est du côté de la science, en gros, hein, des sciences. Le complexe, ça répond à la question du pourquoi, mais en deux mots. C'est à la question du sens. Quel sens ça a de faire ceci plutôt que faire cela? Comment faire ceci ou cela? C'est du compliqué, ça s'apprend, c'est des cours. Comment prendre la parole en public? Il y a des gens qui vous apprennent ça. Comment? Bon. Mais pourquoi? Pour dire quoi? Pour faire quoi? Ça, la question du sens, c'est pas le compliqué qui vous l'apprendra. La question du sens, elle est dans le complexe, c'est-à-dire dans qu'est-ce que je veux pas, parce qu'à chaque fois que je veux quelque chose, en même temps, il y a plein de choses que je veux pas. Tous nos comportements sont, en même temps qu'ils vont vers quelque chose, ils évitent autre chose. Et chacun de nous, moi je sais que si je bosse, c'est bien sûr parce que ça m'intéresse, mais la perspective de me retrouver à la rue, je ne me sens pas tout à fait capable de survivre. Donc pour éviter ça, je préfère encore bosser, comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein, je pense. Donc on est dans cette complexité, c'est du contradictoire. C'est à la fois on veut quelque chose et en même temps il y a des choses qu'on ne veut pas. Et comment je synthétise tout ça à chaque instant? Je veux de la sécurité, mais je veux de la liberté. On a eu, il n'y a pas quand même, là, on vient de passer 2 ans, où au nom de la sécurité, on a dit la liberté, on laisse un peu de côté. Et puis il y en a qui ont dit non, la liberté, moi j'en veux, puis tant pis pour ma sécurité, ou même la sécurité des autres. Donc, dans ces problèmes, dans ces contradictions-là, chacun peut avoir un point de vue, et c'est pas possible d'avoir tous le même point de vue, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes soucis, on n'a pas non plus la même santé, là, si je reprends cet exemple-là. Donc a priori, dans la complexité, on est dans le pourquoi tu fais ça, quel sens ça a de faire ceci plutôt que cela. Ça renvoie aux valeurs. Le compliqué renvoie aux compétences. Mais la complexité renvoie à ce qui est important pour soi. Alors la compétence, c'est une chose importante, mais à quoi ça sert? Ma compétence, je la mets au service de quoi? Il y a beaucoup de... J'ai un petit souci, moi, avec des collègues qui s'occupent de systémique et qui disent, comme disent la plupart des coachs, c'est-à-dire une entreprise vient les voir, leur confie une mission, et du coup, ce qui est bien, c'est d'obéir à la mission. C'est d'atteindre l'objectif que le commanditaire a donné. Je dis, c'est un peu court, parce que il y a des entreprises, oui, elles sont tout à fait florissantes, mais qu'est-ce qu'elles fabriquent, qu'est-ce qu'elles produisent, qu'est-ce qu'elles apportent, comment ça s'inscrit dans un contexte plus large? Je ne suis pas sûr que les entreprises pétrolières, est-ce que j'ai envie de travailler là-dedans? Est-ce que j'ai envie de travailler dans quelque chose qui est polluant? C'est pas sûr que... Et du coup, le complexe, on voit bien... Ça renvoie à des contextes plus larges où la question du sens de ce qu'on fait se pose. Il ne suffit pas de bien faire les choses pour que ces choses aient un sens. Il y a plein de gens, ils font bien leur boulot, ce n'est pas pour ça qu'ils y trouvent un sens à leur activité. Parce que ça relève du complexe. Et là, personne ne peut répondre à votre place. Dans le compliqué, on peut vous donner des solutions. Pour ceux qui font de l'accompagnement, quelqu'un vient, il a un problème, il ne sait pas faire. Moi, j'ai une méthode qui marche bien, je lui explique la méthode, puis il l'applique. S'il l'applique, normalement, ça doit marcher. On est dans le compliqué. On est dans le complexe quand la personne sait ce qu'elle devrait faire, mais elle ne le fait pas. Ça, c'est intéressant. Je sais ce que je devrais faire pour que ça marche, et je ne le fais pas quand même. Parce que quelque chose s'y oppose. Mais qu'est-ce qui s'y oppose? C'est le sens que ça prend. Le sens que ça prend dans mon existence. Ça, par rapport à mon identité, par rapport à mes valeurs. Et à ce moment-là, on est obligé de penser complexité. Et en tant qu'accompagnant, dans le compliqué, je peux donner des recettes, des solutions. On dit qu'il ne faut pas. Hein, les coachs, on leur dit, vous n'avez pas de solution. Mais si, des fois, on a des idées de solutions.
Bien sûr qu'on a appris des choses, on a des idées là-dessus sur ce que les gens pourraient faire pour sortir d'affaires. Donc je ne vois pas pourquoi on ne leur donnerait pas les recettes si on en connaît. Le problème, c'est quand ils ne les appliquent pas. Et là, c'est peut-être qu'on est face à quelque chose, il faut penser complexité. Penser complexité, ça veut dire que je vais réfléchir avec la personne à la contradiction ou aux contradictions dans lesquelles elle semble coincée, et on va chercher comment équilibrer cette contradiction. Le compliqué s'occupe des problèmes. Les problèmes, vous appliquez une solution, il n'y a plus de problème. Le problème, il est décédé. Dans la complexité, vous avez une problématique, c'est-à-dire des éléments contradictoires qui tirent à Dia, et vous ne pouvez pas en supprimer un. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas trier, parce que si vous êtes face à une problématique, entre sécurité et liberté, vous pouvez essayer de choisir, mais vous avez besoin des deux. On sait bien que la liberté totale, c'est une insécurité totale aussi. Et on sait que la sécurité totale, c'est une privation de liberté totale aussi. Donc, a priori, dans la complexité, j'accompagne les gens tout à fait autrement, c'est-à-dire que je vais réfléchir avec eux. C'est une approche qui est beaucoup plus une approche sur, on pourrait dire, la philosophie, le sens des choses. Et où est-ce qu'on met le point d'équilibre? Où est-ce qu'on met le curseur? Et on ne mettra pas le curseur au même endroit selon nos attentes, selon notre âge, selon nos expériences passées, selon nos craintes, selon nos convictions et nos croyances. Donc on voit que si on définit aussi simplement que ça, ces deux choses, on a besoin des deux. On est tous dans le comment au quotidien et on est tous dans la complexité, le pourquoi je fais ce que je fais, quel sens ça a. La crise de la cinquantaine, c'est ça. C'est des gens qui avaient dit le bonheur, c'est la réussite sociale. Et puis ils ont, j'en ai vu plein, moi, dans ma banlieue ouest où je travaillais, ils ont la maison, ils ont la piscine, ils ont les vacances au sport d'hiver, ils ont tout. Puis à un moment, ils s'arrêtent et ils se disent, mais à quoi ça sert tout ça? Alors, le but, c'était d'être heureux en famille. Alors, leur famille est pas malheureuse, hein, parce que la famille, elle va au sport d'hiver, elle va au truc. Et eux, ils sont toujours au taf, ils sont jamais avec leur famille. Donc le but, c'était d'être heureux en famille, sans la famille. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc à un moment, il se pose la question de quel sens ça a de faire tout ça. Et c'est vraiment cette question de la complexité qu'on pensait résoudre avec une compétence au niveau du compliqué. Et à un moment, on se rend compte que la réponse au niveau du compliqué ne résout pas les problèmes au niveau du complexe. En gros, retenez cette différence, même pour vous-même. Confondez pas les deux, mais articulez les deux, nécessairement, et surtout pour tous ceux qui sont en relation d'accompagnement, faites bien la différence parce que autant j'ai aucun scrupule à proposer des options de solution à quelqu'un qui me présente un problème, qui me semble, a priori, oui, il y a des méthodes qui marchent mieux que d'autres, on peut la proposer. Où il faut changer de braquet, c'est quand la personne, elle sait qu'elle pourrait le faire et elle ne le fait pas. Et là, c'est peut-être que le faire, ça viendrait un peu déranger ses valeurs, ou ses convictions, ou ses croyances. Hein? Donc, pour moi, la complexité, c'est pas une expertise, c'est vraiment l'expertise de tout le monde. On est tous confrontés à cette problématique de la complexité. Donc, a priori, on est tous des experts de la complexité, puisqu'on arrive à équilibrer nos vies le moins mal possible. La définition, comme toute définition, on peut discuter à l'infini sur la sémantique. Je vous donne la définition que j'utilise parce qu'elle me semble intéressante au niveau de l'accompagnement pour me situer et me limiter dans ne pas insister à donner des solutions si c'est une problématique. Ou resituer au contraire un problème particulier dans un contexte plus large qui fait qu'on aura plus de marge de manœuvre. Alors que mais on peut aussi, à partir d'une solution locale, faire évoluer tout un système. Puisque tous ces éléments participent d'une situation. Toutes les situations sont complexes. Quand on les réduit à une cause, un effet, on les a beaucoup simplifiées, mais sur le mode du compliqué. Est-ce que c'est clair pour... Oui. Alors, l'idée, c'est que si je veux penser la relation entre deux éléments,
Alors, on va mettre un élément A, un élément B. Ça peut être des personnes, ça peut être une personne et le reste du monde, ça peut être des symboles, ça peut être moi et mon chat, ça peut être n'importe quoi. Quand on est en interaction, A influence B et B influence A. Ce schéma, il est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il nous oblige à voir que A, si je regarde que cette partie-là, c'est A qui est responsable de ce que B vit et subit. Si je regarde que cette partie-là, c'est B qui impose à A quelque chose. Si je regarde, à ce moment-là, si je pars de B, c'est A qui répond. Si je pars de A, c'est B qui répond. Donc je répartis des rôles alors qu'ils s'influencent en même temps. C'est toujours en même temps que les gens s'influencent. Et on est dans le contradictoire. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est en même temps actif et passif. On est en même temps influencé et influençant. Et je connais personne qui ne soit que l'un ou que l'autre. Subjectivement, je peux lire plutôt ça, si ça m'arrange. Quand ça marche bien, j'ai réussi. Quand ça marche pas bien, il m'a fait échouer. Il m'embête. Ça vient de l'autre. Habituellement, c'est plutôt sur ce mode-là. Et du coup, on peut toujours le faire, puisqu'on est toujours co-impliqué dans les situations. La pensée du système, c'est une pensée de la co-construction. Et on s'influence par quoi? On s'influence par nos comportements. On s'influence par ce qu'on fait. Ce qui fait que pendant un temps, beaucoup de gens ont pensé que la systémique, c'était plutôt comportementaliste. Et effectivement, les premières écoles, Palo Alto disaient, nous, l'intrapsychique, le passé, on s'en fout, tout ça ne nous intéresse pas. Mais heureusement, les gens ne sont pas laissés faire, ils ont ramené leur passé, ils ont ramené leurs pensées, ils ont ramené leurs émotions. Ce qui fait que, dans le système, ce qui est visible, c'est cette partie-là. Ça, c'est constatable, c'est ce que la caméra enregistre, là, c'est bon, c'est ce que... Ouais. Mais derrière ça, à chaque fois, il y a des pensées et des émotions, quand il s'agit de personnes, mais même pour... je pense que peut-être même les pierres ont des pensées et des émotions, même les arbres, on sait qu'ils réagissent, ils ont des... Alors, je sais pas, c'est pas des pensées comme nous, des émotions comme nous, mais les arbres, c'est des êtres vivants. Et je suis pas sûr que les minéraux, je pense que c'est des êtres vivants, mais comme ils ont des rythmes de vie beaucoup plus longs, sur des millions d'années, on les voit pas penser, parce qu'ils pensent trop lentement. Ou c'est nous qui pensons trop vite par rapport à eux. Donc il y a toujours une logique à l'intérieur des éléments qui s'impose, qui impose sa contrainte. Exactement comme le climat nous impose ses contraintes. Et nous, on lui impose aussi nos contraintes, on l'influence. Et on se rend compte en ce moment qu'on n'est pas à l'extérieur du climat. Et le climat n'est pas à l'extérieur de nous. On est complètement coextensif. Ça, c'est la partie invisible dans nos relations humaines. Ce qui veut dire qu'en permanence, nous vivons des choses que nous n'exprimons pas nécessairement, mais qui nous semblent évidentes ou cohérentes par rapport à ce qu'on fait, par rapport à nos comportements. Mais à l'intérieur, ça peut être très contradictoire. Et qu'en permanence, on interprète chez les autres ce qui se passe en eux, alors que c'est uniquement à partir de ce qu'on constate, de ce qu'ils font. Et donc les erreurs d'interprétation sont majeures. Les malentendus, il y a une multitude. Donc cette boucle de circularité, c'est vraiment important de comprendre qu'on est dans un... Justement, quand on veut définir les choses pour ce qu'elles sont, on ne tient plus compte de ce processus de co-construction. La vision systémique, c'est une vision des processus, donc de comment chacun participe à la construction de la situation telle qu'elle est, même si je ne veux pas, je désapprouve cette situation. On est toujours co-créateur des problèmes, ça c'est un peu dur à digérer, on est toujours co-créateur des problèmes qu'on rencontre s'ils durent. Un problème peut nous arriver, nous tomber dessus, on ne l'a pas cherché, on n'y est pour rien, c'est pas, contrairement à ce que disent les analystes, ça peut être par hasard que ça arrive. Hein. On n'a pas, c'est pas l'expression d'un désir inconscient, c'est un accident. Voilà, mais après, une fois que cet accident arrive, ce qu'on en fait, là, oui, on est nécessairement impliqué. Si ça dure, c'est qu'on y participe.
Et du coup, on se rend compte qu'un certain nombre de nos comportements, et je dis ça surtout pour les accompagnants, là, les gens qui s'occupent d'accompagner les gens, je ne suis pas tout puissant puisque quand je fais quelque chose, il y a toute une partie de ce qui va justifier la réaction de la personne qui m'échappe. Mais je ne suis jamais totalement impuissant parce que j'influence l'autre. Je ne suis jamais tout puissant, il ne fera pas ce que je veux. Mais je ne suis jamais totalement impuissant parce que dans ce qu'il fait pour m'influencer lui, je peux toujours répondre à côté. Je peux toujours répondre d'une manière un peu imprévue, surprenante. Et c'est justement ce que je veux faire. Quand quelqu'un vient me voir, enfin en tant que psy, il vient me voir, il me met dans son problème, et moi je vais répondre un peu à côté de son problème. Et en répondant à côté de son problème, ça décalera... La réponse, il attend une certaine réponse, il n'a pas la réponse qu'il attend, mais cette réponse peut faire sens pour lui. Je vais vous raconter une petite anecdote brève là-dessus. J'ai un jeune patient qui arrive, premier entretien, il se laisse dégouliner comme le savent faire les adolescents, dans le fauteuil que je lui tends aimablement, puis il est là, bien, il me dit « Docteur, je suis une merde. » Bon, il est une merde, il me dit. Visiblement, avec l'envie que je lui dise « Mais non, t'es un brave gars, t'as sûrement des qualités, t'es bon, truc. » Alors je lui dis « Si vous le dites, ça doit être vrai. » Alors déjà, il est un peu surpris, parce qu'un psy, c'est compréhensif, c'est bienveillant, ça dit pas « Bon, je te dis que je suis une merde, t'es pas là pour dire que t'es pas là pour me torcher, quoi. » Bon, donc, a priori, je dis « Si vous le dites, ça doit être vrai, mais pour moi, c'est pas le problème. Vous êtes une merde, vous êtes une merde. Est-ce que vous allez être une merde heureuse ou une merde malheureuse ?» Il s'est un peu redressé, et puis il s'est marré quand même. Et puis du coup, on n'a plus du tout reparlé de cette histoire, mais pas, en tout cas on en a parlé, mais plus du tout comme ça. On en a parlé sur comment il faisait des choses qui lui permettaient de se considérer comme une merde, et comment il vérifiait cette conviction en permanence, d'une manière très simple, hein. Dès qu'il entreprenait quelque chose et qu'il y avait un obstacle, il arrêtait, puis il disait « je suis une merde ». Voilà, il avait vérifié. Donc en persévérant dans rien, il vérifiait qu'il réussissait que dalle. C'était assez simple, c'est économique comme moyen. Et puis c'est reposant. Les cancres, ils font souvent ça en classe. Le prof a dit que je suis nul, j'ai plus besoin de travailler, je suis nul. Puis en plus, je vois que ça l'emmerde, donc c'est déjà ça de prix. Hein. C'est toujours... Bon, à un moment, le problème, c'est qu'on quitte le prof et qu'on reste avec la croyance qu'on s'est forgée à cause de lui ou grâce à lui, quoi, ou avec lui. Hein. Donc, dans ce processus de co-construction, on est toujours co-responsable du résultat. Une fois de plus, on n'est pas tout puissant, mais on n'est pas totalement impuissant. Et on peut échapper à la pression qu'on exerce sur nous en répondant un peu à côté, pas complètement, parce que sinon on passe pour quelqu'un qui est fou, si on répond complètement à côté. Et puis, il faut accepter l'idée aussi que quand je fais quelque chose d'imprévu, en face, l'autre peut aussi me surprendre. Il ne fait pas ce que je veux. Ça veut dire quoi? Leçon importante de ce schéma-là, c'est pas la peine de courir après la maîtrise absolue. Par contre, c'est extrêmement important d'apprendre quelque chose, des retours, des feedbacks qui ne correspondent pas à ce qu'on attendait. Si je pose une question, je pars d'un principe, c'est que ce qu'on me répond, c'est toujours la réponse à ma question. Sauf que c'est la réponse à ma question passer par le filtre de l'interprétation que la personne fait de cette question, le sens qu'elle lui donne, ou le sens qu'elle a entendu, qu'elle a prêté, elle m'a prêté une intention derrière cette question, et du coup elle répond à l'intention qu'elle a crue ou qu'elle a entendue, mais qui était entendable à partir de ma formulation. Donc les gens, on a toujours la réponse à la question qu'on a posée. Mais parfois on ne comprend pas qu'est-ce qu'elle vient faire, parce que ça nous semble tellement décalé. Du coup, on n'apprend rien. On apprend que l'autre, il n'a pas compris. Et en réalité, c'est nous qui n'avons pas compris sa réponse. Hein, parce qu'il y a ce décalage entre la question qu'on a posée et la réponse qu'on a reçue. L'approche que j'essaye de diffuser, je l'appelle approche systémique coopérative pour justement se différencier, j'ai mis du temps à me décider, mais pour différencier de ce qui est majoritairement connu en termes de systémique, qui est l'approche systémique stratégique.
qui est une approche où on est des experts des systèmes et on va intervenir de l'extérieur. On observe le système, puis paf, on va donner la petite prescription qui va faire que le système va se rééquilibrer autrement. Donc, ça, c'est pas mon truc. Donc, l'approche systémique coopérative, c'est l'idée que les gens viennent, ils me mettent dans leurs problèmes, et le problème que j'ai à résoudre, c'est celui que je rencontre moi, pas le leur. Mais le mien est lié au leur, bien sûr. Mais il faut que je résolve le mien. Pourquoi ? Pour les soutenir, eux, dans la recherche de leur solution. Sinon, si je suis trop mal à l'aise avec la difficulté dans laquelle ils me mettent, je vais leur demander d'arrêter de faire ce qu'ils font pour me soulager. Et c'est moi qui suis devenu le client. Donc, il faut que je m'occupe du problème que j'ai avec eux, mais ce n'est pas si évident de distinguer quel est le problème que j'ai dans le contexte de la relation avec les personnes qui viennent me voir. Mais nécessairement, s'ils viennent me voir, c'est qu'ils ont essayé de résoudre le problème avant de venir. Ils ne sont pas idiots, ils ont essayé de résoudre le truc, et ils n'ont pas réussi. Donc ils viennent me voir avec une méthode qui ne marche pas, mais dans laquelle ils pensent que si je les aidais comme ils font de leur mieux, si je les aidais à faire mieux que mieux, on arrivera à laver plus blanc que blanc. Voilà. Donc ils m'invitent à participer à leur effort, à leur manière. Et si je mords à cet hameçon-là, bien sûr que s'ils n'ont pas réussi, de cette façon-là, je ne réussirai pas mieux. Ce qui marche bien pour bouger une armoire, se mettre à plusieurs quand on ne peut pas la porter tout seul, ça marche. Mais pour les problèmes relationnels, ça ne marche pas. C'est l'histoire de Bicot. Alors, vous êtes tous trop jeunes pour connaître Bicot. C'est une BD du 19e siècle. 20e peut-être, comme 20e, si. Début 20e. Bicot, c'est un petit garçon qui est dans une bande, les Rantanplans, la bande des Rantanplans. Et puis, c'est une page à chaque fois, il y a une petite histoire. Et il est avec, sur la porte de sa maison, il y a une caisse énorme, et il essaye de la bouger, et puis visiblement, il a du mal. Là, il y a un de ses copains qui passe et qui lui dit « Tu veux que je t'aide ?» Il dit « Bah oui, je veux bien que tu m'aides. » Et ils y vont. Et puis au bout d'une demi-heure, il y a le copain qui dit « On n'arrivera jamais à la rentrer. Hein. » Et Bicot lui dit « Mais j'essaye de la sortir. » Dans la vie courante, on fait ça tout le temps. On oublie de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut faire. Chacun y va de son bon cœur et on y va franchement. Sauf qu'on a oublié qu'est-ce qu'on voulait faire, justement, quel était le sens de ce qu'on essayait de faire. Donc quand la personne me dit « je veux ça, mais je n'y arrive pas », on oublie de se dire « si elle n'y arrive pas, c'est pas parce qu'elle est idiote, c'est pas parce qu'elle est stupide, c'est pas parce qu'elle veut pas y arriver. Si elle n'y arrive pas, c'est parce qu'il y a des choses qui sont suffisamment importantes pour elle pour l'empêcher d'y arriver. C'est pas un manque. C'est quelque chose d'important, une valeur, un attachement, le respect de quelque chose qui fait que... une autre petite histoire. Je reçois un couple, puis, comme dans bien des situations, ils s'assoient côte à côte, et madame me dit « J'en ai marre, mon mari, il bouge pas, il change pas, il bouge pas. » Moi, je l'apprends au mot, je lui dis « Allez-y, faites-le bouger. » Alors elle commence à secouer un peu, mollement. Je lui dis, bah non, alors lui, il résiste, tu vois. Je dis, plus, allez-y, la chaise, paf, la chaise. Elle me dit, oui, mais si je fais ça, il va tomber. Je veux qu'il bouge, mais je veux pas qu'il tombe. Donc je pousse, mais pas trop. Donc c'est exactement... Là, on avait un résumé de comment on fait pour ne pas obtenir ce qu'on demande. Parce qu'en plus, dans une relation dite amoureuse ou amicale, on veut que l'autre change spontanément. On veut qu'il ait envie d'avoir envie. S'il fait un effort, c'est de la triche. C'est pas, non, et tu le fais là, non, ça sent la transpiration, c'est pas bien. Il y a des cas où c'est bien, mais là, c'est pas bien. Il faut que ça vienne spontanément. Mais justement, spontanément, il n'a pas envie de le faire. Donc, il est prêt à faire un effort pour faire plaisir, mais on va lui reprocher parce que c'est un effort. Ça devrait venir sans effort. Hein? Je vois qu'il y en a à qui ça parle. Hein. Mais on a tous connu des situations comme ça, parce que, effectivement, quand on est avec quelqu'un qu'on aime bien, on aimerait que ça vienne tout seul, quoi, qu'il se rende compte que, voilà, on n'a pas besoin de se rouler par terre pour qu'il dise « t'as besoin de quelque chose », quoi.
Mais des fois, si, il faut. Hein. Bon. Parce que si on demande, on le verra tout à l'heure, on n'est plus du tout dans le même type d'échange. On n'est plus du tout dans le même type de relation. Hein. Bon. C'est la fin du point 3 ? Non, alors sur le point 3, je voulais insister sur la coopération dans le travail. Et là, je fais appel à, je vous recommande fort, il n'est pas dans les bouquins, il y a des bouquins très bien, là, je vous recommande. Là. Il y en a un sur la circularité, qui est moi, toi, nous, le petit traité des influences réciproques, qui est très bien. Il y en a un autre sur justement lequel c'est le premier, sur la complexité, voilà, le complexe et le compliqué, là, qui s'est bien développé. Là, c'est un autre bouquin de Dejour, hein, Christophe Dejour et Christian Dutertre, où il parle de la coopération, et c'est intéressant parce qu'il distingue 3 types de coopération. On va le faire rapidement. Une coopération verticale, qui est la coopération entre un chef et ses salariés, entre quelqu'un qui commande et ses troupes. Voilà. Ça, c'est une coopération verticale, c'est-à-dire que celui qui commande, il faut quand même que ceux qui sont censés obéir coopèrent pour que ça se réalise. Parce que celui qui commande, qui est en position haute, si les autres disent non, on ne fera pas, il s'écroule. Donc il a besoin de l'acceptation. Pour garder sa position haute, il faut que les gens acceptent de suivre ses consignes. Donc ça, c'est la coopération verticale, mais ça suppose, on le reverra dans le point 4, ça suppose qu'il y ait aussi un retour, c'est-à-dire qu'il y ait une reconnaissance pour ce que les personnes acceptent de faire, il faut que ce soit reconnu comme c'est eux qui acceptent de le faire. Ce n'est pas simplement une soumission passive d'esclaves. Hein, non, c'est un engagement. Ça, c'est la coopération verticale qui organise l'action habituellement. Il y a une coopération horizontale, c'est entre collègues. Entre collègues où il n'y a pas un qui est hiérarchiquement au-dessus des autres, on a besoin les uns des autres. Dans le travail, on a besoin que les autres fassent leur part de boulot et qu'ils la fassent si possible bien. Donc il y a nécessairement de la coopération et bien sûr ça n'empêche pas les tensions, ça n'empêche pas qu'il y ait des désaccords, il faut qu'il y ait des espaces pour les expliciter. Puis il y a un 3e type de coopération qui est distinct, qui s'appelle la coopération transverse, qui est la coopération entre quelqu'un qui fait un boulot et les clients, ses clients, internes ou externes. C'est-à-dire que là, on est dépendant, le client, il peut se barrer. Donc comment on le fidélise ? Il faut qu'il y ait une coopération entre une attention aux besoins du client et que le client ait une satisfaction par rapport à... Donc c'est un autre type de coopération encore. Donc on voit qu'il y a une richesse de lecture possible des différents types de coopération. Là, on voit que la distinction, elle est faite à partir de la structure de la relation. Mais dans cette structure de la relation, vous pouvez trouver les 3 modes. En réalité, ou les qualités nécessaires pour que ça se constitue et que ça fonctionne, on peut le trouver dans toutes les situations. Dans chacune d'elles, en tout cas. Donc, j'insiste là-dessus, c'est que, comme je disais tout à l'heure, s'il y a un problème, on a participé à la construction du problème. Mais s'il y a quelque chose qui va bien, on a participé à la construction de ce qui va bien. On a coopéré. La coopération, elle n'élimine pas la tension. Il y a des coopérations qui se font dans l'adversité, qui se font dans le conflit, dans la conflictualité. Il y a des coopérations conflictuelles. On pourrait dire, pour qu'une guerre dure, il faut que les belligérants coopèrent pour faire durer la guerre. S'il y en a un qui arrête, c'est fini. La guerre s'arrête. Donc, même pour des situations difficiles, comme pour des situations heureuses, il y a nécessairement, chacun doit y apporter son écho. Que ce soit en s'abstenant de faire des choses qui vont contre, ou au contraire en apportant des choses qui aident à la réalisation. Donc, une fois de plus, c'est voir les processus de co-construction des situations dans lesquelles on se retrouve impliqué. Non. Alors, on va passer au gros morceau, là, celui qui va me prendre 1 heure, à peu près. Hein? Non. Oui, si, là, il y en a assez. L'idée, c'est quoi ? On est tous... Alors, je vais partir... On va faire ça simple, au départ. Vous avez le bouquin si vous voulez aller approfondir les choses, voir d'une façon un peu plus approfondie. L'idée, c'est que nous sommes tous des êtres complexes au sens où nous vivons de relations, donc d'échanges,
On a besoin d'échanges, mais ces échanges reposent sur des logiques implicites, des logiques liées au contexte habituellement. Alors, j'insiste sur 2 points. Il y a 3 logiques qui sont complètement, à mon sens, complètement hétérogènes les unes aux autres. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est des logiques qui peuvent marcher pour elles-mêmes. Elles sont assez obtuses. Voilà, c'est le truc. Et du coup, elles s'ignorent d'une certaine façon, mais nous, en tant que personnes, on est obligés de concilier les 3. C'est quoi ces 3 logiques? Il y a une logique, on est tous des consommateurs-producteurs, c'est-à-dire qu'on est tous des agents économiques. On le sait, hein, l'homo economicus. Donc on est dans un certain type d'échange que j'appelle le donnant-donnant, qui est actuellement, c'est le marché. Bon. Donc dans ce type d'échange, nous sommes des consommateurs, mais on est aussi des produits, on est des consommés. Hein, on est des produits. Bon. Avec un prix. Le marché fonctionne grâce à un principe qui est magnifique, qui est l'argent, qui permet de mesurer tout, de quantifier tout, même ce qui n'a rien à voir. On nous avait appris qu'il ne fallait pas additionner les carottes et les choux, mais avec l'argent, vous pouvez additionner tout. Tout est le contraire de tout. Les tanks et les pansements. Mais ça va bien ensemble. Donc, a priori, il y a cette logique du donnant-donnant. Il y a une deuxième logique, on est tous citoyens appartenant à une communauté. Qu'est-ce qui règle la communauté? C'est la loi, c'est les obligations et les droits que l'on a. C'est-à-dire, a priori, c'est le droit. Ce n'est pas les droits, mais c'est le droit qui régit les relations entre citoyens. On appartient à une communauté, donc on a des obligations et on nous doit un certain nombre de choses. Selon mes revenus, je dois payer des impôts, mais j'ai droit à des allocations familiales ou à une sécurité sociale ou une prise en charge ou à des autoroutes ou à des écoles ou je ne sais pas quoi. Donc, selon le contexte social, en tant que citoyen, je suis pas tout à fait anonyme, mais je suis catégorisé, je suis dans certaines catégories qui m'ouvrent des droits et m'imposent des obligations. C'est plus du tout la logique du marché. Théoriquement, ce qui est visé à travers l'État, c'est plutôt une répartition qui vise l'égalité. L'égalité en droit, comme c'est dit dans notre Constitution. C'est une égalité en droit. Le marché, son produit d'appel, c'est de dire la liberté. La liberté d'entreprendre, la liberté de commercer, la liberté d'échanger, la liberté de fixer les prix. C'est la concurrence. Hein, c'est fondé sur la concurrence. Dites libre et non faussée. Quand vous verrez une concurrence libre et non faussée, montrez-la moi. Je trouve que c'est faussé par tous les bouts, mais bon, il paraît qu'il y a une définition. Hayek donne une définition. C'est la concurrence va. À la fin, ça s'équilibre. Mais comme il n'y a pas de fin dans les processus d'échange, je ne sais pas quand est-ce que ça va s'équilibrer. Donc la deuxième logique, c'est cette logique qui est liée à l'État, donc la logique du dû, ce que j'appelle la logique du dû. Il y a une troisième logique qui est on a besoin d'exister en tant qu'être singulier, unique. En tant que citoyen, je suis une catégorie, je suis un bourgeois, un ouvrier, je ne sais pas quoi, un apatride, un étranger, un sans-papier. Dans la logique économique, mon compte en banque dit mon pouvoir, ma puissance, ma réussite. Voilà. Donc, il y a des critères de mesure. Dans quel contexte on est reconnu comme une personne unique et singulière? C'est dans des relations de don. C'est-à-dire quand quelqu'un me regarde et me donne quelque chose qui est exactement dans l'idée de satisfaire mon besoin à ce moment-là. Dans les relations de don, on commence à exister en tant que personne singulière. Et là, mais bon, ça nous prendrait trop de temps, mais vraiment sur le don, il y a plein de mauvaises idées qui circulent, et donc je voudrais juste corriger quelques petites choses. Le don, c'est Mauss le disait déjà en 1920, c'est un processus d'échange. C'est-à-dire c'est donner, recevoir, et lui disait rendre, mais et donner à son tour. C'est-à-dire que c'est tout un circuit où le fait qu'on ait fait attention à moi, qu'on ait pris soin de moi, me donne envie de me développer et de prendre soin des autres. Il y a une réciprocité. Là, le principe, c'est un principe de réciprocité, dans le don qui fonctionne bien.
Donc, a priori, c'est le seul espace dans lequel il y a vraiment une construction complètement singulière, unique. Vous êtes unique dans une relation de don. Celui qui fait attention à vous, c'est unique. Bon. Mais il faut que le circuit soit parcouru. C'est-à-dire qu'il faut que ce qui est donné soit reçu. Si ce qu'on vous donne, vous ne le recevez pas, ce n'est pas un don. Et le don a deux caractéristiques qui sont très discutées, il y a toujours des philosophes pour démolir ça. Et il y a deux caractéristiques qui sont des constructions. Une fois de plus, les relations, c'est de la co-construction. Donc le don, si on le voit d'une façon relationnelle, c'est aussi une co-construction. Et les deux caractéristiques du don, c'est quoi? C'est la gratuité et c'est la spontanéité. Alors ce qui est amusant, je trouve, bien sûr, plein de gens disent le don n'est pas gratuit parce que celui qui donne, il est content, il est fier de lui, il a une position de super. Alors c'est vrai que, historiquement, par exemple, dans la Rome antique, tenir son rang, c'était être capable d'offrir des jeux, du pain et des jeux là, au peuple. Et puis, voilà, on marquait sa supériorité. Celui qui donne montrait sa supériorité sociale. Dans nos mondes à nous, le don, c'est vraiment une attention de personne à personne. Je donne aux gens à qui j'ai envie de faire plaisir parce que j'ai envie de leur faire plaisir. Mais faut-il que ce soit reçu? Je donne à mes enfants. C'est gratuit dans le sens où j'en attends pas quelque chose en retour, c'est pas un acte d'achat. Je donne en espérant qu'ils vont en profiter. Quand je donne des soins à un bébé, c'est pas avec l'idée, et plus tard, tu feras Polytechnique, sinon tu n'auras pas ton biberon ce soir. Tu me promets que tu veux. Bon. Non, je donne, puis je sais pas si... J'espère. Qu'est-ce que j'espère? Qu'il va en profiter. Qu'il va en profiter, c'est-à-dire qu'il va grandir, qu'il va forcir, qu'il va être heureux. Les parents ne sont pas exigeants. Je dis toujours, ils veulent que deux choses pour leurs enfants. Ils ne sont pas exigeants du tout. Ils veulent que leur enfant soit heureux tout le temps et qu'il réussisse tout. Après, ils sont déçus. Les parents sont déçus. Et ça, il faut aider les enfants à supporter d'être décevants pour les parents. Mais il faut qu'ils se rendent compte que les attentes des parents sont des attentes complètement irréalistes, quoi. Mais ça part d'un bon sentiment. Donc, il faut que ce soit reçu pour que le don, il profite. Et à quoi je vois que le don a été reçu? Au fait que la personne en fait quelque chose pour se développer, donc pour donner à d'autres. Donc, bien sûr que c'est pas gratuit dans le sens de je ne veux pas que ça produise d'effets. Le don, c'est justement fait pour produire des effets. Et pour produire quoi? De la confiance et de la relation. C'est-à-dire que si quelqu'un, je lui donne, j'espère qu'un jour, si j'ai dans le besoin, il sera attentionné à mon besoin. C'est pas un retour sur investissement, c'est un retour d'attention dans la relation. C'est ça que j'attends. Mais peut-être que ça n'aura jamais lieu, peut-être que je serai mort bien avant d'avoir besoin, ou peut-être que jamais j'aurai besoin, ou puis je ne sais pas du tout de quoi j'aurai besoin. Et puis peut-être que même si j'ai besoin, ce que j'attends, c'est qu'ils me disent je suis désolé, je ne peux pas, là, voilà, tu veux que je t'aide à ton déménagement, mais je me suis pété le dos il y a 3 jours, je ne peux pas venir, mais je peux venir t'apporter le café. Voilà. Il manifestera une attention. C'est une réciprocité d'attention. Ce n'est pas un truc précis que j'attends. Ce n'est pas l'héritage de la tante que je vais visiter toutes les semaines. Bon, ça, ce n'est pas du don. C'est de l'extorsion de fond. Non. Puis comme elle a tout croqué avant, de toute façon, il faudrait bien d'arrêter. Enfin, tant pis. Ça, c'est un autre problème. Je ne vais pas parler de ma vie. Donc, a priori, cette gratuité, c'est une construction qui suppose que elle est chez le donateur, c'est-à-dire mon intention, c'est de créer du lien, c'est pas de créer une dette, c'est une dette positive. Je veux que tu en profites, je veux que tu en fasses ton miel, et je veux que ça t'aide à t'épanouir, à être heureux et à grandir. Voilà. Si ça le fait pas, je suis un peu, voilà, mon don il tombe à l'eau. Ce qui est important de comprendre, on va y revenir après. Je vais passer ce deuxième critère. Donc la gratuité, ceux qui disent, comme Derrida, que la gratuité n'existe pas, ils n'ont pas compris ils pensent avec une économie marchande. Ils n'ont pas compris qu'en tant qu'être humain, s'il n'y a plus de dons entre les gens, il n'y a plus de relations humaines. On est juste des objets sur un marché ou des rouages dans une mécanique sociale.
Donc, le don, cette gratuité construit la confiance et construit la réciprocité de l'attention. La spontanéité, elle est plutôt du côté de celui qui reçoit. C'est-à-dire que si quelqu'un exige quelque chose, mon don n'est plus spontané. Parce que, justement, ça suppose un engagement dans la relation. Il y a une personne que j'aime bien, qui vient dans mes formations, et qui a fait de la retape pour que plein de gens s'inscrivent, parce qu'elle avait peur que, je ne sais pas pourquoi, elle avait peur qu'il n'y ait peut-être pas assez d'inscrits et que ça n'aurait pas lieu. Mais même s'il y a que 2 inscrits, moi je fais quand même une formation. Je fais la formation que j'ai promise. Les gens bloquent des dates, il n'y a pas de raison de supprimer. Donc a priori, elle fait de la retape pour que des gens s'inscrivent. Je me dis, c'est sympa, je vais lui faire un cadeau. Elle s'est inscrite à cette formation, je vais lui faire un prix. Bon, allez, je divise par 2. Cette conne. Et on enregistre, oui, je ne devrais pas dire ça. Bon. Qu'est-ce qu'elle fait ? 15 jours avant le truc commence, elle me dit est-ce que tu me fais une ristourne sur qu'est-ce que tu me donnes en échange du fait que j'ai recruté telle et telle personne. Elle transforme ce qui était une occasion de recevoir un don en donnant, en marchandage. Donc je lui dis voilà une excellente illustration de comment on casse un don, comment on rend le don impossible. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, ça devient une obligation. Or, ça tue la spontanéité. Ça ne doit pas venir d'elle, ça doit venir de moi, le cadeau. Elle l'exige. Donc, ça fout la baraque en l'air. Elle s'est inscrite à une autre formation. Là, je l'ai prise de court, je lui ai envoyé la facture avec une réduction. Elle me dit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une réduction ? Elle reste dans cette logique que on est dans un échange marchand. Comme si on pouvait pas, il n'y avait pas de gratuité possible, même partielle. Donc, la spontanéité vient du fait que, et c'est pour ça qu'il y a un tas de malentendus, je me moquais tout à l'heure du conjoint qui veut que l'autre change spontanément, parce que justement, je ne veux pas casser le don qu'il pourrait me faire. Je dis toujours, il faut se méfier parce que très rapidement, si on veut que l'autre comprenne ce qu'il devrait nous offrir, il ne faut pas jouer aux devinettes. Tu vois, vous passez devant la bijouterie et vous dites « T'as vu le bijou, là, celui-là ?» pas celui-là, celui-là, et qu'est-ce qu'il est beau, hein, t'as vu, il est un peu cher, mais bon. Puis vous faites ça un mois avant votre anniversaire ou la date de l'anniversaire de mariage. Puis 15 jours après, vous dites « Ah, c'est bientôt mon anniversaire !» Mais ça n'a aucun lien. Tu vois, mais si tu fais pas ça, le mec, il t'offre la perceuse dont il rêve. Pour ton anniversaire. Donc, tu as intérêt quand même à donner des signaux, mais pas trop. Il faut qu'ils soient visibles, mais pas lourds. Il faut que ce soit... Avec certains mecs, il faut quand même insister. Il faut être précis quand même. Mais il y a le timing. Il y a le bon moment pour le rappeler, le faire savoir. Et puis, spontanément, il va s'en souvenir. Parce que tu lui as rappelé la veille. Mais c'est spontané quand même, il faut protéger. La spontanéité, c'est celui qui reçoit qui doit la protéger dans la relation. S'il n'y a pas ces 2 conditions, c'est plus du don.